pote aussi qui est avocate, qui gagne 4-5 000 euros par mois. Elle en dépense plus que ce qu'elle gagne par mois. Elle m'a dit, je voudrais changer de boulot, je gagne pas assez. 4 000 euros, je te le fais en 2 jours. Je me rappelle quand j'étais à Sciences Po, un gars, je lui avais payé plein de coups la veille et il avait pas lui payer de coups, mais pas de soucis. Le lendemain, il se prend un sandwich, il dit ouais, je peux te prendre un sandwich si tu veux et tout. Il revient, le sandwich coûtait 5 balles. Le mec, 10 minutes après, demande Lydia 5 euros, tu vois. Moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que l'argent, c'est juste un gros problème pour certains quand on n'a pas, mais c'est un problème moyen quand on a un petit peu. L'argent te permet d'avoir un meilleur confort. Par ce confort, d'être plus productif. Par cette productivité, de gagner plus d'argent. Je pense que les gilets jaunes, à la base, ça vient, tu sais, de la taxe sur l'essence de Macron. Je pense que c'est un prétexte. Les gens en ont eu marre du toupet, du pouvoir exécutif parisien, où en fait c'est facile. Tu vas du 6e au 10e au 13e, tu prends des Uber, tu comprends pas ce que c'est de faire Pau, Bayonne pour aller travailler et de faire 1 heure aller, 1 heure retour. Et je pense que les gens se sont dit waouh. Salut le boss. Ça va le crack ? Ouais. Écoutez, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Le Million Rien. Le concept est simple. Kevin a écrit 10 sujets, j'ai écrit 10 sujets. Chacun va dire un chiffre entre 1 et 10 à l'autre et tirer le sujet correspondant de Kevin ou moi. Et ensuite, on part sur ce sujet. On ne connaît pas les sujets des autres. T'es prêt, le boss ? Et si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires pour qu'on les sélectionne la prochaine fois. Très important. Bon, alors du coup, c'est toi qui commence. Comme d'hab, tu ouvres le bal. J'ouvre le bal ? Ouais. 1. 1. Abonné égale monnaie. Ok. Abonné égale monnaie. Alors, le premier truc qui me vient en tête, c'était une vidéo que j'avais vue et qui avait fait un gros tour, tu vois, sur YouTube. C'était un YouTuber américain, et il avait fait une vidéo, donc il avait à peu près 1 million d'abonnés. Et la vidéo, c'était, il disait, c'était un truc où il disait I'm poor ou quelque chose comme ça, tu vois. Et les gens, en fait, c'est marrant parce que ses abonnés, les gens pensaient que automatiquement c'était quelqu'un qui avait du cash, qui était successful. Et en fait, bah non, quoi, il gagnait pas de sous. Et c'est démontré et prouvé par un outil sur YouTube qui me semble s'appelle le CPM, donc le coût par mille, ou cost per mille, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, en fonction du sujet de tes vidéos, c'est pas la même chose de faire de la pub sur ta vidéo ou pas. En gros, si tu fais de l'entertainment, donc tu vois, des trucs pour faire rire les gens, etc., ton coût par mille, il est faible, c'est-à-dire qu'en gros, bah, ça va pas être super cher, tu vois, les publicités sur ta chaîne. En revanche, si tu fais du coût par mille sur quelque chose de spécialisé, genre l'immobilier ou les finances personnelles, le coût de faire de la publicité sur ta chaîne explose. Je suis convaincu que, par exemple, un mec avec, tu vois, 10 000 ou 15 000 abonnés sur LinkedIn, par exemple, sur les finances personnelles, je peux prendre par exemple Charles Elias Farah. Tu vois, je suis sûr que lui, il a une audience qui vaut cher, tu vois. Probablement plus cher que certaines personnes à des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, sur de l'entertainment, qui vont avoir du mal à vendre. Le deuxième truc sur le est-ce que abonné égale monnaie, je pense directement au système de rémunération, en fait, du créateur de contenu ou de l'entrepreneur. C'est quoi les systèmes de rémunération d'un solopreneur, entrepreneur ? Alors, il y en a plein, en fait. Mais je vais juste aujourd'hui faire la distinction entre ceux qui ont leur argent, qui récupèrent leur argent de la monétisation des plateformes, et ceux qui génèrent de l'argent en vendant leurs propres produits. En gros, tu as 2 types. Tu as un peu, le modèle, un peu ce qu'on appelle influenceur à l'époque. Donc, c'est des gens, quand tu fais des vues sur YouTube, YouTube te rétribue un certain nombre d'euros par vue ou par millier de vues. Ce qui fait qu'en fait, plus tu es gros, plus tu fais de cash, pour simplifier. Et il y en a qui sont juste dépendants des vues sur YouTube et éventuellement du placement de produits sur leurs vidéos, en plus que eux font. L'autre type de rétribution monétaire pour la création de contenu, c'est quand tu fais du contenu, mais tu n'es pas dépendant de YouTube ou des plateformes pour te rétribuer. Tu vas utiliser les vues que tu fais pour ramener toi, pour vendre tes propres produits. Que ça soit du e-commerce, tu vois, si tu fais des produits physiques, ou des cours, ou du logiciel,
Par exemple, tu vois, de plus en plus, les influenceurs, tu vois, genre les Jenner, ils ont leur propre marque de cosmétiques. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Kylie Jenner qui a sa marque de cosmétiques. On regardera plus tard. Du coup, elle utilise son influence pour vendre du produit, ou les acteurs qui utilisent souvent leur influence et ils créent souvent des marques de vodka ou de whisky, tu vois, ou de tequila très connus, tu vois. Et, euh, et des gens comme par exemple, Guillaume Moubèche, tu vois, qui utilisent son influence pour vendre son SaaS qui s'appelle Lemlist, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, abonner égale monnaie, ça peut, mais c'est pas proportionnel. Et c'est pas parce que tu as plus d'abonnés que tu gagnes plus de cash, ça dépend des modèles. Il y a des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés qui ne gagnent pas une thune. Et tu as des gars qui font 10, 20K abonnés super, super qualifiés. Ils vendent leurs produits à des gens qui ont du cash et qui peuvent générer pas mal de thunes, ouais. Et toi, le boss? Alors, c'est posé un peu comme une question. Abonné égale monnaie. Moi, la réponse, elle est simple, c'est non. J'ai vu des business de gens qui avaient 2500 abonnés sur leur compte Instagram et qui gagnaient 400, 600 000 euros par an avec leur business de coaching ou des choses comme ça, tu vois. Donc la réponse est clairement non, puisque j'ai un contre-exemple qui prouve l'inverse. Après 2000 abonnés, ça vaut. Est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, j'en sais rien. Pour moi, ça me paraît pas non plus de ouf. Ensuite, je pense que il y a un truc à voir sur ce qu'est un abonné, tu vois. Sur ce qu'est une interaction sur un post. L'exemple que je veux donner, c'est celui que, dans l'hypothèse où vous postez une vidéo, par exemple, de Mbappé sur YouTube, vu que beaucoup de personnes connaissent YouTube, Mbappé, même si votre chaîne n'est pas connue, vous allez accumuler des likes. Parce que c'est Mbappé, parce que les gens le connaissent, etc. Donc en fait, tu as une identité, visualité, je sais pas si c'est français, je pense pas que ce soit français, mais bon, je vais quand même le dire, mais une aura sur les plateformes qui te permettent de générer de l'engagement, tu vois. C'est ce que tu représentes, c'est ton... Tu vois, Mbappé, c'est le champion du monde, tu vas liker pour X ou quelque raison, et du coup, ça va faire beaucoup d'abonnés. Ce qui veut dire que tu peux accumuler beaucoup d'abonnés en utilisant l'aura d'autres personnes. C'est ce que des chaînes font beaucoup, tu vois. Par exemple, ils vont utiliser des reposts de foot, où ils vont utiliser... c'est l'époque, je sais pas si tu te souviens, Zap de Spion, à l'époque, qui reprenait les différents zaps de plein de trucs. Ils avaient je sais pas combien de milliers d'abonnés sur leur plateforme, etc. Euh, En tout cas, voilà, je pense qu'il y a moyen d'avoir des abonnés sur une chaîne et d'être monétisé par les plateformes comme YouTube, par TikTok, etc. Ensuite, quand je parle d'aura, je pense que sans aura, tu peux pas vraiment vendre ton produit. Même si tu me parlais de formation en ligne, de communauté comme tu as créé, de coaching ou de choses comme ça. Parce que je pense qu'il y a un gros enjeu autour du CTA, donc Call to Action. Il y a peu d'entrepreneurs que je suis, et même les Américains, je trouve qu'ils sont pas non plus très bons là-dedans, qui t'expliquent dans leurs vidéos un petit passage, tu vois, tout rikiki, tout mignon. Voilà, bah moi je fais ça. Si vous voulez apprendre plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet, tu vois. Et je pense que c'est un peu deux écoles, tu vois. Moi, j'ai été souvent dans la première école qui est de dire, OK, bah, en fait, je vends des trucs et je mets mon CTA à la fin des posts. On en a parlé, tu vois, beaucoup récemment depuis que tu as lancé ton cours. Est-ce que tu mets ton lien de paiement à chaque fois de tes posts, même si tu illustres une idée qui n'a rien à voir avec ton post, etc. Ou alors, est-ce que tu vas faire de la visibilité, faire des abonnés et du coup anticiper, enfin, prévoir plus tard de faire des ventes, tu vois. Moi, je vois qu'il y a deux modèles. Le premier, c'est celui où effectivement tu vas faire des hauts, des bas comme ça en parlant de ton offre tous les jours. Et l'autre, c'est un peu la stratégie que tu as faite, absorber le maximum d'abonnés, tu vois, pour faire une vraie masse. Et puis d'un coup, faire des énormes lancements qui vont te faire. Il y a des lancements qui ont permis de faire des millions, tu vois. En vrai, tu fais une masterclass, tu la prépares bien, et juste la différence entre faire des ventes tous les jours et faire des ventes en, en boost, c'est que ça se prépare beaucoup mieux, tu vois. C'est des choses qui... Voilà. Donc je pense que pour moi, il y a... Alors là, je parle uniquement des ventes automatiques. Donc tu parlais des e-commerce, des formations en ligne, c'est aussi des ventes automatiques, etc. Donc
pour résumer un peu ce que je viens de dire, il y a une aura qu'il faut créer en ligne avant vraiment de pouvoir générer du cash avec ses abonnés. Ça se travaille par le personal branding. Et la deuxième, c'est qu'il faut bien avoir en tête que votre cash, s'il n'arrive pas day one, il va arriver. Vous pouvez soit avoir le cash dès day one en commençant à vendre dès jour 1, comme moi je l'ai fait, et en partageant votre CTA sur vos vidéos ou sur votre publication LinkedIn, ou alors d'accumuler principalement des abonnés et inciter les gens à vous abonner sur votre canal pour ensuite récupérer des emails et faire des masterclass ou des lancements. Tu vois. Et aussi, il y a, je pense, sur la monnaie, si on parle des abonnés, il n'y a pas la même valeur d'abonnés sur les différentes plateformes. Pour moi, un abonné, si je devais le classer en termes de retour sur investissement par abonné, tu vois, je dirais qu'en numéro 1, allez, on va dire l'email, quand même. Ça, on va dire que c'est un abonné. Là, tu es en train de faire la hiérarchie? Ouais. Ok. Numéro 2, LinkedIn. Numéro 3, alors j'entends beaucoup Twitter. Je n'ai pas encore testé. Mais bon, je vais dire quand même Twitter pour écouter les ricains. Parce qu'il fait beaucoup de cash avec Twitter, Justin Welch. Insta. Non, YouTube, Insta et TikTok pour moi. En termes de closing, tu vois. Alors, moi, je mets... là où je suis d'accord, je mets TikTok en dernier direct. Ouais. Parce que TikTok, même si la découvrabilité est bonne, il y a un gros problème avec TikTok, c'est que TikTok, en fait, c'est un système, c'est un peu comme la télé. C'est-à-dire que TikTok ne rétribue pas trop la fidélité, en fait, tu vois. Parfois, tu sais, t'as des gens, moi je les voyais, et puis un jour, hop, ils ont disparu de mon fil. Et puis je pense au gars, je me dis, comment il s'appelle déjà? Déjà, il faut que je retrouve le nom. Et je reviens sur le truc et je me rends compte que le mec, il a publié 300 vidéos depuis, j'ai jamais revu, tu vois. Ouais. Donc TikTok, je suis à fond d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y aurait énormément de discussions. Je dirais sur la... Toi, tu parles de la valeur monétaire hein, des abonnés. Moi, je parle de la valeur monétaire, mais même pour revenir sur l'exemple de mon aura, de l'aura qui est corrélée du coup avec, pour moi, l'argent que tu vas générer, Ouais. le nombre de likes que tu vas générer sur des réseaux sociaux. L'aura se concrétise beaucoup mieux par la vidéo, pour moi, que par l'écrit. Moi, émotionnellement, Ouais. je m'attache beaucoup plus à quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, qui se montre, qui prend le temps, tu vois, un podcast, même dans l'audio. Enfin, faut pas oublier qu'on est des animaux, quoi. On raisonne beaucoup plus avec le son, avec l'image, avec, tu vois, on voit les visages bouger, on peut être... voilà, moi, juste... Pour ça, je pense que ces vidéos comme YouTube, Instagram sont hyper importantes, tu vois. C'est vraiment des abonnés vraiment différents. Et chaque réseau social, pour le business, a un avantage que l'autre n'a pas, quoi. Ouais. Donc moi, je suis carrément d'accord. Si les emails ont été récupérés de manière propre, emailing first. Quand tu as une base d'email, c'est ouf, parce que l'email, ça transcende n'importe quelle plateforme. Faudrait voir d'ailleurs, tu vois, si les gens, genre, tu vois, de la nouvelle génération, genre les gens qui ont 18, 19 ans, est-ce que, tu vois, ils ouvrent encore les emails, tu vois mais bon, moi, j'ouvre les emails, hein, tu sais, tout ce qui passe par ma boîte mail, Moi même aussi, si c'est pas moi qui traite tous mes emails. LinkedIn, je suis d'accord, en fait, c'est super important parce que c'est là où il y a le plus grosse capacité d'achat, clairement. YouTube, le truc, c'est qu'en fait, YouTube, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la longue traîne en SEO. C'est-à-dire qu'en fait, t'es visible, c'est très visible sur Google. Tu vois, t'es visible sur les mots-clés. Et tu sais, c'est un peu un truc événementiel, quoi. Tu vois, quand les gens, on leur dit, oui, t'as vu la telle vidéo, enfin, un tel événement, les gens vont se dire, ils vont pas aller voir un post LinkedIn. Ils vont voir peut-être une vidéo, un tweet, à la limite, c'est vrai. Mais le truc, c'est que Twitter, je sais pas, c'est un univers un peu parallèle en France. Aux US, c'est très présent en business. Pour moi, je vois pas de gens super intéressants en francophonie faire du contenu sur Twitter. Mais aux US, c'est très très présent. Hein. Twitter, c'est vachement puissant. Mais je connais pas de ultra businessmen qui utilisent que Twitter, tu vois, enfin X maintenant. Et Instagram, c'est marrant, ça se met au milieu. Parce qu'Instagram, tu vois, ça... En fait, Instagram est très plébiscité par les coachs, tu vois, les gens qui font du lifestyle, du wellness, tous les e-commerce, tous les gens qui font les marques du e-commerce, ils font toutes leurs pubs, leur communauté sur Instagram, c'est super important. Et il y en a quand
Tu vois, là, je vois Instagram a baissé les vues et tout le monde panique, tu vois. Enfin, tous ces gens, ils paniquent, en fait. Et il y a un autre truc, ça, c'est plutôt, on va dire, sur la valeur sociale. Évidemment que c'est pas, enfin, ta valeur sociale n'est pas censée être représentée par ton abonné. Mais il se trouve que quand tu arrives de je sais pas où, quand un tel dit, tu sais que lui, il a 80 000 abonnés sur Insta, naturellement, il y a plein de gens qui changent leur regard sur la personne, tu vois. Même, tu sais, même en termes de rapport séduction, amoureux, etc. Quand tu vois qu'une nana ou un mec te demande un Insta et qu'après il arrive sur ton Insta et qu'il voit ton nombre d'abonnés, tu vois, naturellement, même si ça ne devrait pas être le cas, ils vont te faire une remarque sur le nombre d'abonnés. Alors que tu vois, nous, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Sur Insta, par rapport à ce qu'on a sur LinkedIn, tu vois, toi, tu as à peu près entre 9 et 10 000, toi et moi. Ce qui, pour des créateurs de contenu connus sur YouTube qui ont des centaines de milliers ou des millions, c'est pas grand-chose. Mais pour quelqu'un de lambda, il se dit, putain, pourquoi cette mec, il a 9 000 abonnés, tu vois. Enfin, d'où il sort, tu vois. 9 000 abonnés, ça commence à peser, tu vois, dans le... Et donc, voilà. Moi, ce qui m'aide beaucoup sur Instagram, c'est Instagram Story. Je fais environ 1000 vues par story. Je sais pas, toi, tu me diras. Par contre, ces vues, elles sont super, super quali. Ouais, les stories, ça marche très très bien. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est plus le type de contenu. Parce que nous, on n'a pas vraiment de stratégie, tu vois. Enfin, moi, sur YouTube, là, j'ai repris de zéro depuis le début de l'année. Donc, sur ma chaîne, ça va être. Je m'inspire un petit peu de ce que les gens. Des chaînes que j'aime bien. Donc, par exemple, Micode. Il y a aussi des chaînes que j'ai découvert de français assez cool qui en fait te créent un reportage, tu vois, de hack. Donc par exemple, moi, ça va être un truc du style, voici, alors comment trouver vos 1000 premiers clients en moins de 5 heures, tu vois. Et du coup, je monte tout le truc, je monte les trucs techniques, je monte les trucs que je fais, tu vois. Je donne tout gratuitement à YouTube. Et du coup, ça te donne envie de regarder, ne serait-ce que pour voir, ah putain, comment il a fait, quoi, tu vois. Où est-ce que c'est possible? Et du coup, pour moi, avec l'expérience que j'ai sur YouTube, c'est très entertainment. Donc en fait, il faut que ça se regarde, mais sans vraiment avoir envie de réfléchir, quoi, tu vois. C'est le genre de truc que tu écoutes en train de cuisiner ou en train tu vois, d'être en train de manger devant ton plat, tu vois, tu regardes YouTube parce que tu es en train de déjeuner devant ton truc, quoi. Donc, Insta, c'est plus lifestyle, tu peux te partager des petits trucs lifestyle, etc. Ouais. Et voilà. Donc, moi, en tout cas, je pense que ça, c'est la première chose. Et enfin, je vais juste donner le dernier hack, entre guillemets, sur le nombre d'abonnés versus nombre de ventes. Il y a un métier qui s'appelle le setting. Ou setter, c'est un mot américain qui existe depuis pas mal d'années. L'objectif d'un setter, c'est d'aller lancer des discussions sur vos abonnés Insta. Donc, par exemple, s'il y a une nouvelle personne qui vient de vous abonner à vous, ça va déclencher, il va prendre le contrôle de votre Insta et va commencer des discussions pour pouvoir faire l'écoute du besoin et voir si la personne a le budget et si la personne peut potentiellement être intéressée pour ensuite déboucler vers un call commercial. Combien ça coûte, le setter? En général, les setters sont payés à la com. Tu peux leur donner entre 15 et 30%, ça dépend de ce que tu veux faire. Le problème, c'est que les setters en France sont fondamentalement extrêmement nuls. Moi, j'en ai testé quelques-uns et franchement, c'était un peu un calvaire, quoi. Genre, les messages que je recevais de prospection, parce que je lui demandais, essaye de me faker le truc que tu me vends ma formation à moi. C'était catastrophique, quoi. Genre, ça allait pas du tout. C'est pas comme ça qu'on vend des formations. Donc, je pense que ce côté-là aussi, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, ne serait-ce que d'engager votre communauté au passage à l'achat, et je pense que c'est encore une fois l'histoire des CTA, de montrer que vous êtes là s'ils ont des questions, s'ils ont envie d'y répondre, etc. Ça vous fera déjà générer pas mal de cash. Il y a un compte sur Insta d'un mec d'ailleurs qui fait 100K par mois, un Américain, qui t'explique, tu vois, genre lui, typiquement, il te fait un post, il te dit commente value si tu veux recevoir X truc, tu vois, et lui, il va commencer vraiment. Alors, je pense qu'il a des armées de setters, tu vois.
Et du coup, ils arrivent et il va déclencher la conversation avec toi et il te relance le lendemain, tu vois. En fait, il faut pas rester, je pense, cantonné ou fermé à l'idée de ne pas prospecter autre part que sur LinkedIn ou par email. Moi, mes premières ventes, je les ai faites sur Facebook, tu vois. Et ça arrive aussi beaucoup. J'ai un de mes élèves qui faisait 30-40 cas par mois à vendre de l'accompagnement sur Facebook en rentrant dans les communautés, tu vois, des abonnés. Donc, par exemple, tu vas entrepreneur, French Startup, tu vois, toutes ces boîtes-là où, finalement, quand tu commences à monter ta boîte, tu cherches des communautés à rejoindre. Tu les rejoins, tu prends tous les abonnés, tu leur envoies des messages. Bon, à la main ou en automatique, c'est toi qui vois. Mais derrière, tu peux déclencher beaucoup de ventes en faisant ça, tu vois. Et tomber de manière assez marrante, finalement, à un closing d'un mec qui te fait un virement à 20K que tu as trouvé sur Facebook, tu vois. Et beaucoup d'infopreneurs se sont lancés comme ça, d'ailleurs. Mais ça vaut pour. C'est intéressant pour des produits jusqu'à. Enfin, à partir de combien ça? Si tu vends du 100 euros, c'est peut-être pas utile, non? Pour l'instant. Bah, tu peux faire du lead magnet sur du 100 euros, tu vois. Tu peux faire un e-book, lead magnet. 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 Tu peux faire un e-book ou le ramener dans ton tunnel. Tu vas récupérer les emails pour ensuite le vendre plus tard. Mais de la génération de leads sur Facebook, c'est très très puissant et gratuite en plus, tu vois. Donc, ouais, c'est comme ça que je l'avais fait au début. Ça marche toujours, hein. Il y a encore beaucoup de gens sur Facebook et dans les groupes. Euh, donc ouais, voilà, ça peut être des techniques pour engager vos abonnés. Et de toute façon, moi, je vais dire un truc, la première vente que tu fais dans ton business, c'est souvent tes potes. Moi, pareil, la première vente que j'ai faite de ma formation, c'était mes potes, quoi, hein. Ils savaient que je bossais à The Family, ils savaient que c'était sérieux ce que je faisais. Je leur ai fait bluff, vas-y, je te fais un prix, tu vois. Ils étaient contents de me donner de l'argent. En fait, faut être à l'aise avec l'idée de se dire qu'on va vendre quelque chose à ses potes, tu vois. Genre, après, s'il est pas content, bon, tu vas te faire un peu charrier, mais du coup, tu vas essayer d'apporter le plus de valeur possible derrière. Donc, Ouais. voilà. Ok. Bah, je vais. Ça fait plusieurs semaines déjà que je dois m'intéresser à ce système-là. Setter closer. Mais setter closer, c'est bien si toi, tu as des paniers moyens à plus de 1000 euros. 1500, 2000 euros, c'est bien. Ok. Si tu as un panier à 300 balles, 500, ou Ouais. comme moi, 850, c'est pas vraiment intéressant. Ben, écoute, tu sais, moi, quand il y a un truc que je fais, c'est quand il y a un truc que je connais pas bien, je m'y intéresse. 3 semaines plus tard, je suis dans les 1%, tu vois. Ouais. Bon, pas la chirurgie, hein, ou les maths, ou je sais pas quoi. Moi, Les trucs marketing. j'ai vraiment essayé de m'intéresser au setting. Ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue parce que c'est dur de trouver. C'est pas un métier qui est très répandu en France. C'est très fermé. Les gens en général sont très mauvais. Euh, et, euh, et en fait, c'est un sales, tu vois. Donc, faut processer, faut faire les argumentaires. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement en amont, tu vois. Faut le coach, faut le briefer, faut le coacher, faut analyser les trucs qu'il fait, bien ou pas. Parce qu'il faut pas non plus qu'il vende à n'importe qui. S'il vend ta formation à un mec qui en a pas besoin, Ouais. ça va être problématique, tu vois. Donc, tu peux pas tout traquer. Et le problème, quand tu les payes à la com, bah, c'est souvent ce qui se passe, tu vois. Donc c'est dangereux de laisser ces ventes, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs qui le font, en tout cas, dans les mains d'un commercial qui est attiré uniquement par l'appât du gain, tu vois. Euh, Après, si c'est un bon commercial, il va faire l'étude des besoins, il va essayer tu vois, de faire ça bien, mais c'est pas évident. Tu as des outils qui existent en ligne, un outil qui s'appelle par exemple Lead Delta. Lead Delta. Lead Delta, ouais, qui te permet de faire c'est un CRM en fait de LinkedIn et qui te permet d'absorber toute ta messagerie LinkedIn parce que ta messagerie LinkedIn c'est un calvaire quoi, tu vois, genre c'est le bordel, t'as des trucs non lus qui passent à la trappe tout le temps et donc du coup ça te permet de rajouter des tags dans ta messagerie, ça te permet de mettre dans des tunnels, tu vois, des discussions. Enfin c'est un CRM de messagerie LinkedIn quoi. Et ça tu donnes ça à un sales, tu vois, où tu donnes 3-4 sales qui passent leur journée, et tu leur donnes des quotas, des KPIs, tu leur donnes des quotas, contacter 100 personnes par jour. Donc tu vas regarder les gens qui ont liké tes posts, tu vas regarder les gens qui ont commenté tes posts. Et du coup, après, tu fais un call et tu closes les gens, quoi. Ouais. Ok. On avance? Allez, on avance. Du coup, c'est à moi. Ouais. Je vais dire 3. 3. Ouais. Ce qui change dans ta vie quand tu as de l'argent. Ce qui change dans ma vie quand tu as de l'argent. Faut quand toi, tu as de l'argent. Pas quand Ouais. moi, j'en ai. Je pense Tu m'invites que... jamais, de toute façon, donc, Quel crapule, ce gars-là, putain.
Je pense que tu as juste. Moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que l'argent, c'est juste un gros problème pour certains quand on n'a pas, mais c'est un problème moyen quand on a un petit peu. Et c'est plus du tout quand on a. Mais enfin, je veux dire, c'est. Il y avait un truc qu'avait dit Maud Alavès, d'ailleurs, que tu cites souvent, qui disait l'argent, ça t'achète ta flemme et ton confort. Euh, L'argent te permet d'avoir un meilleur confort. Par ce confort, d'être plus productif. Par cette productivité, de gagner plus d'argent. Ce qui fait que c'est une espèce de, pour moi en tout cas, une espèce de boucle infinie de, de bonnes choses qui t'arrivent, tu vois. Mhm. Les personnes Moi, j'ai eu plusieurs phases quand j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai gagné 15 000 euros, 20 000 euros par mois la première année de ma boîte. Un petit peu moins. Euh, et je vivais comme un mec qui en gagnait 2000, tu vois. Ok. Genre, je payais pas non plus des auberges de ouf. J'avais beaucoup de mal à dépenser mon argent parce que tu vois, c'était Classique. jamais vraiment acquis, quoi. Euh, et ça, c'est pas quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui commence à gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont te dire, ouais, tu sais, si t'achètes une belle voiture, mais c'est le pire investissement que tu fais. En fait, non. Une belle voiture, c'est un statut. Une belle voiture, c'est un confort. Une belle voiture, c'est toi, quand tu rentres dedans, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens heureux? Tu vois? En fait, c'est juste l'argent, ça te permet d'avoir un petit bonus, tu vois, un petit bonus qui te permet d'améliorer ta vie, tu vois. Garder son argent sur un compte en banque sans investir en soi, je trouve que c'est une énorme erreur. Ça peut être investir en soi, par exemple, le sport, tu prends un coach sportif, tu manges mieux, tu réfléchis plus pendant 1000 ans à te dire ouais, est-ce qu'il faut que j'achète ça, est-ce que ça coûte cher, etc. En fait, tu as beaucoup plus de liberté de tester plein de choses, tu vois. Euh, Aussi, c'est une liberté de se dire que là, demain, par exemple, je peux me prendre un billet pour aller à l'autre bout du monde et c'est fine, tu vois. Je vais pas être en galère, quoi, tu vois. Et après, la chose que tu te dis en parallèle de tout ça, c'est est-ce que toi, tu es vraiment riche, tu vois? J'ai écouté un podcast en arrivant ici au studio, un mec qui parlait dans le podcast, qui disait, ouais, euh, un mec bien, alors voilà, dans mon métier, en vente, à Paris, il gagne 4 000 € net, tu vois. Et le podcasteur, il était là, waouh, quoi, 4 000 €, mais c'est trop bien et tout, tu vois, genre c'est génial. Et là, le mec, il dit, bah, un mec excellent, il peut même monter jusqu'à 10 000 par mois, tu vois. Et là, le mec, il dit, waouh, c'est incroyable, comment tu peux gagner 10 000 € par mois, tu vois. Et je pense qu'en fait, à partir d'un moment où tu fréquentes des gens qui ont aussi plus d'argent que toi, tu perds un peu les pédales sur ce qui est réel ou pas. Quand tu arrives à faire presque un SMIC, plus d'un SMIC par jour, tu dis, bon, ok, c'est quoi la réalité de l'argent, tu vois? Qu'est-ce que je peux dépenser? Qu'est-ce que je peux pas le dépenser? Qu'est-ce que je peux pas dépenser, tu vois? Et ça te fait un peu perdre des pédales parfois. Tu as toujours un peu ce, ce- cette rétention de pauvre qui est de te dire que tes parents t'ont dit faut que tu mettes de côté, faut que tu fasses des économies, faut que tu investisses dans ton appartement, faut que tu fasses un prêt immobilier, faut que tu fasses ci. Et en fait, juste, putain, mais moi j'ai juste envie de kiffer ma vie, tu vois, et dépenser l'argent que j'ai, et quand j'en aurai plus, je regagnerai, tu vois. C'est plus ça la vision que j'en ai aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal encore à investir, tu vois. Donc en fait, il y a un peu trois phases. La première phase, c'est apprendre à gagner de l'argent. Deuxième phase, c'est apprendre à le dépenser. Et là, je suis sûr quand tous les gens en commentaire vont dire ah, mais moi, si tu veux, je dépense ton argent, il n'y a pas de problème. Bah oui, mais justement, c'est mon argent. C'est pas le tien, tu vois. Et la troisième, c'est apprendre à l'investir, tu vois. Et je pense que quand tu nais d'un milieu, bah, je parle pas d'un milieu pauvre non plus, tu vois, mais je viens d'un milieu modeste, normal, quoi. euh, c'est plus lent pour toi de dépasser les échelons. Et enfin, la dernière chose que je vais dire sur quand tu gagnes de l'argent, c'est que tu es en énorme décalage avec tes potes d'avant. Moi, j'ai des potes qui sont encore salariés, une pote aussi qui est avocate, qui a pourtant un statut, tu vois, qui est dans la société bien meilleur que le mien, tu vois, qui gagne 4 000 à 5 000 € par mois. Euh, Elle en dépense plus que ce qu'elle gagne par mois, tu vois.
Là, tout à l'heure, elle m'a écrit, elle m'a dit, je voudrais changer de boulot, je gagne pas assez, etc. Machin. 4 000 euros, je te le fais en 2 jours, quoi. Tu vois. Et quand je lui dis, bah vas-y, on va à Londres, j'ai envie de partir à Londres, ça fait longtemps que je suis pas allé, elle me dit, bah non, je suis fauché. Donc en fait, t'as plein de trucs que tu peux plus vraiment faire avec tes potes, tu vois. Donc tu te retrouves un peu seul. Il faut que tu apprennes à être, faut que t'apprennes à être indépendant. Il faut que tu apprennes à t'entourer d'autres personnes qui peuvent se permettre ce que tu peux te permettre, tu vois. Et surtout, il faut que tu fasses attention à pas t'entourer de gens qui vont profiter de toi, notamment des femmes ou des amis ou peu importe. Essayer d'avoir un rapport à l'argent qui est un mix entre la générosité et l'attente. Parce que l'argent que tu donnes aux gens, donner de l'argent à quelqu'un ou investir dans quelqu'un, c'est de l'énergie que tu donnes. Et l'énergie, c'est pas une question d'argent. L'énergie, c'est une question d'écoute, c'est une question d'engagement, c'est une question de fidélité, c'est une question de loyauté, c'est une question de plein de choses qui peuvent te rendre heureux. Donc je pense que euh, il y a des gens qui sont généreux sans être riches. Et c'est la raison pour laquelle je pense que majoritairement les gens riches que je connais sont généreux, mais c'est pas les personnes qui vont te payer tout le temps des trucs, quoi. Tu vois, ils vont vraiment faire très attention. Pourtant, moi, si j'avais autant d'argent, tu vois, si j'avais, je sais pas, 1 million ou 500 000 qui tombaient par mois, ou même si j'avais 10 millions sur mon compte en banque, euh, même peu importe 5 millions sur mon compte en banque, je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne paierais pas un restaurant à mon pote, tu vois. Parce que ça me fait plaisir, tu vois, et parce que peut-être cette année, mais en tout cas mes frères, tu vois, ma famille, faire kiffer ma famille, faire kiffer mes frères. Déjà, ça m'arrive assez souvent enfin, tu vois, mon petit frère, par exemple, je l'invite très souvent, mes frères aussi, je les invite très souvent quand je vais au resto, etc., tu vois. Parce que ça fait partie de ma famille, c'est des gens en qui j'ai confiance et que je sais qu'ils me lâcheront jamais. Et, euh, et donc voilà, donc en gros, le rapport à l'argent est extrêmement compliqué. Tu as un peu toujours cette peur, même si tu en gagnes beaucoup, de manquer euh, et de vouloir plus, surtout. Tu vois, j'ai eu mon comptable tout à l'heure, il me dit, mais Kevin, tu sais, ta trésorerie, là, ça va, tranquille, tu peux te détendre un peu, partir en vacances. Je fais, non, non, justement, j'ai pas eu le temps de t'appeler avant parce que j'ai des gros objectifs de cette année. Et en fait, voilà, donc plus tu gagnes, plus t'en veux, ça c'est quelque chose d'évident, mais surtout, plus t'en gagnes, plus ça devient un jeu. Et, euh, et voilà, et donc en fait, c'est le jeu de l'argent. Ouais, il y a plein de trucs intéressants que tu as dit. C'est vrai que j'ai l'impression que tu te stresses vite, toi, en fait, par rapport à l'argent, surtout quand ça tombe pas, malgré, tu vois, certains matelas que tu peux avoir. Il y a un truc que tu as dit que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, tu as dit, c'est pas parce que t'es généreux que t'es riche. Et c'est pas non plus parce que... En fait, je vais dire un truc bizarre, mais euh, je connais des riches généreux, je connais des riches radins, je connais des pauvres généreux, je connais des pauvres radins. Alors, moi, j'avais un pote, on va l'appeler Pierre, euh, qui, en fait, il confondait avoir la capacité de et avoir l'esprit de donner, quoi. Et souvent, c'était non, mais moi, je peux pas faire ça, j'ai pas les thunes, non, mais toi, tu peux faire ça parce que tu as des thunes, blabla, etc. Sauf que la générosité, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de temps, c'est une question d'attention, c'est une question d'être là aussi au bon moment, et c'est une question ouais, c'est presque plus une valeur. Et ce gars, en fait, c'est marrant, mais il, il donnait pas spécialement de temps, il donnait pas spécialement d'attention. Et finalement, il était assez individualiste. D'ailleurs, c'était marrant parce il était de gauche. Enfin, il dit qu'il était à fond à gauche. Et ça, tu vois, typiquement, je me rappelle quand je passais un examen, quand j'étais à Sciences Po, je sais pas pourquoi c'est hyper important. Tout le monde sait à peu près si les gens sont de gauche ou de droite. C'est super important là-bas. Et je me rappelle de un gars, tu vois,
Je lui avais payé plein de coups la veille, etc. Et tu vois, il n'avait pas lui payer de coups, mais pas de souci. Le lendemain, il va me chercher un sandwich. Il se prend un sandwich. Il dit ouais, je peux te prendre un sandwich si tu veux et tout. Il revient, le sandwich coûtait 5 balles. Le mec, 10 minutes après, je le quitte, demande Lydia 5 euros, tu vois. Non, ah ouais. Donc le gars de gauche, tu vois, tu vois quand les autres payent, pas de souci. Par contre, quand c'est lui qui paye d'un truc, tu vois, demande Lydia 5 balles, tu vois, tu galères même pas, quoi. Et un autre mec, tu vois, donc le même jour, avant l'examen, et le gars, on arrive, et à un moment, il est à côté de moi, et moi, en plus, j'avais la dalle, tu vois, et lui, il avait une boîte de gâteaux. Et franchement, je me disais, dans la tête, je m'étais dit, putain, j'aurais dû amener des gâteaux, tu vois. Et à un moment, je sais pas, je sais pas, limite, je pense que ma tête m'a trahi, et j'ai regardé la boîte de gâteaux. Et le gars, qui était un gars de droite, tu vois, il était dans des assos politiques de droite et tout, et le mec m'a dit, regarde, et franchement, avec un sourire super franc, il m'a dit, t'en veux? Tu vois? Et je me suis dit, ce mec, tu vois, parce que c'est pas bien, hein, Sciences Po, pour les gens, quand ils sont de droite, ils sont mal vus, tu vois. Et le gars, je m'étais dit, mais tu vois, je suis sûr que c'est un gars qui a bon cœur, tu vois. J'en suis sûr. Tu vois, il y en a un de droite, donc officiellement pour le truc, tu vois, qui t'offre les gâteaux. Et franchement, il m'aurait offert d'autres trucs. Enfin, il était super partageur, tu vois. Mais c'est pas une question est-ce qu'il y a du cash ou il n'y a pas de cash. On parle d'une boîte de cookies, tu vois. Et l'autre qui te fait la demande Lydia. Alors là, des gens me diraient oui, mais c'est important parce que ça se trouve, ton pote, 5 euros, c'est super important pour lui. Bah ouais, mais la veille, tu vois, je lui ai filé des coups. Ok, j'ai payé ma tournée, tu vois. Et dans le sens, quand moi, je dis, tu vois, je paye des trucs, je suis jamais là à me dire, derrière, je vais demander, sinon t'offres pas. Mais j'étais pas là non plus à... Mais c'est le geste, tu vois. Ouais. C'est le gars, il aurait pu dire, bon, hier, il m'a filé des coups, tu vois... je vais pas demander Lydia, ou je te dis, ah bah tu m'as filé les coups, Et le gars demande Lydia, et le gars il l'a pas demandé 3 jours après, il l'a demandé 10 minutes après, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une question aussi de largesse, d'élégance, d'honneur, tu vois. Il y a des manières de faire, en fait, aussi. Et je comprends, hein, tu vois, faut se rendre compte que 10 euros, tu vois, pour nous, c'est pas grand-chose. Pour certaines personnes, 10 euros, c'est énorme, tu vois, une différence de 10 euros et pas de souci. Mais moi, j'ai pas envie qu'on fasse croire que la générosité, c'est une question de quand t'as des moyens, quand t'as pas de moyens. J'ai vu des gens qui avaient pas beaucoup de cash aussi et qui étaient des grosses pinces. Et j'ai vu aussi des gens qui avaient du cash et qui étaient des grosses pinces. Et je pense que c'est lié un peu à l'éducation. La reconnaissance, c'est quelque chose qui s'apprend, tu sais, dans les maternelles, très jeunes, des gamins essayent de voler tes jouets. Et c'est souvent les parents qui vont dire, mais il faut que tu partages tes jouets, il faut que tu sois généreux avec les autres, tu vois. Beaucoup de parents ont passé ce cap-là et malheureusement c'est très moi, et en fait si je peux te niquer et que toi tu me payes un truc, c'est les givers et les takers, quoi, tu vois. Si je peux te niquer et économiser 20 balles parce que tu as payé mes boissons et pas moi, je vais le faire. Et malheureusement les gens pensent que ça va s'oublier, mais malheureusement dans la grande majorité du temps ça s'oublie pas, tu vois. Quelqu'un qui est pas redevable ou qui a pas comme tu l'as dit de l'honneur, malheureusement, il a tout à perdre. Tu vois, moi, je donne beaucoup plus à quelqu'un où je sais, mais je me pose même pas de questions, qui a les mêmes valeurs que moi, où je sais que j'invite un dîner, je sais que quoi qu'il arrive, dans 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, je vais retrouver un moment et il va me repayer un dîner, tu vois, parce que c'est comme ça. Ouais. Je suis pas à faire des trucs d'apothicaire, machin, en mode on va... Même en couple, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Après, chacun à son niveau. C'est sûr que moi, avec le niveau, et même notre niveau de manière générale, c'est de la nana. Si elle commence à payer plus que nous, ça va commencer à être difficile pour elle. Mais ça peut être n'importe quoi. Quand je te parlais de l'énergie, c'est de rentrer avec... une bonne boîte de thé que t'as vu, tu vois, passer faire les courses, cuisiner le soir pour quelqu'un, je sais pas, apporter le café au lit, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Juste donner de l'énergie en échange d'une énergie, je trouve que c'est pas déconnant, tu vois. Ouais, les gens, je pense qu'ils sont trop liés à le concept d'argent et la générosité. Et je pense que la générosité, c'est penser aux autres, faire des attentions aux autres,
de manière spontanée et volontaire. Tu vois, tu parlais, là, tu as fait des petites attentions. Mais en fait, parfois, quand tu passes pas une bonne journée ou un truc comme ça, on s'en fout. Ce qui va te faire plaisir, c'est pas que quelqu'un te fasse un chèque ou autre, même si ça fait plaisir. Mais tu vois, parfois, c'est plutôt, tu vois, c'est un truc à la con. Mais là, tu sais, moi, je suis quasiment jamais malade. Enfin, sauf j'ai une blessure musculaire. La dernière fois, j'étais malade. J'avais pas été malade depuis des années. Et j'avais dû annuler, tu vois, un rendez-vous et tout. Et le lendemain, tu m'as envoyé un message, tu vois. Tu m'as dit, est-ce que ça va mieux et tout. Et c'est un truc à la con. Mais juste, tu t'es soucié. Et je me suis dit, ça fait plaisir, tu vois. Et parfois, il y a des gens qui peuvent dire c'est être fake, mais pas forcément. Et tu disais, tu vois, apporter le petit-déj au lit ou... Alors, moi, je vais pas te l'apporter. Je pense que tu parlais plutôt dans une relation romantique. Oui. Mais tu vois, je pense des petites attentions, des petits trucs. Même, tu vois, tu vas chercher de l'eau ou quoi que ce soit, tu ramènes pour l'autre. Enfin, oui. C'est juste le principe de je suis pas tout seul dans le monde, tu vois, et que en fait, même si je le ramène et que la personne le boit pas, ça fait toujours plaisir d'avoir juste pensé, tu vois. Et je pense que plus tu donnes, honnêtement, plus tu reçois. Ça dépend avec les takers, mais en tout cas, c'est hyper inspirant. Je pense que chaque taker a un jour rencontré un giver et a été inspiré, ou du moins a voulu leur ressembler, tu vois. Parce que c'est sûr que tu es beaucoup plus sympathique quand tu es généreux que quand tu prends, tu vois. C'est évident, tu peux pas... voilà. Donc forcément, les givers ont plus d'amis, je pense, sont mieux entourés de gens qui ont les mêmes valeurs qu'eux, tu vois. Takers sont souvent seuls, un peu... Moi, j'ai pas envie d'inviter un mec, ou j'ai pas envie même d'avoir un mec à table qui est radin, ou qui va compter tous les petits trucs qu'il va prendre, tu vois. Si je te dis que moi, je pense que dans ton groupe d'amis, il y a un taker. Je te donne un exemple. Je pense que dans la vie, il y a des petits gestes qui en disent très long sur ce que la personne peut faire au moment des grandes décisions. Si je te dis qu'il y a un gars qui m'a fait le même coup 2 fois dans 2 settings différents, c'est le mec, il parle, tu vas très vite savoir qui c'est. Et à un moment, il prend soit une bouteille de vin, soit la bouteille d'eau, il se sert, il continue à parler, et toi, tu as le verre vide, et il t'a pas proposé de te servir. Il s'est servi, il a regardé aucun truc. Donc déjà, il parle beaucoup, donc je pense que tu sais qui c'est. Ouais. Et en plus, il parle trop pour moi. Du coup, moi, il me casse les couilles. Et en plus, il regarde ce que lui peut se servir sans self-awareness de se demander si à un moment, il peut servir les autres. Ouais. Il me l'a fait 2 fois à 2 endroits différents. Je pense que tu vas très vite savoir qui c'est. Je vois très bien. Pour moi, ce genre de petits gestes en disent très long sur le mindset. Tout le monde sait qu'il, même s'il est très riche, il est fondamentalement assez radin. Hein. Tout le monde le sait. Ok, pourquoi ? J'ai pas d'explication plus que ça. Ouais. C'est quelqu'un qui va demander service alors qu'il peut se payer tout ce qu'il veut dans la vie. Ouais. Genre, il va te demander ta place de parking, il va te demander ton appartement, il va te demander pour économiser un petit peu d'argent. Ouais. Tu vois, pour Et les éviter, multimillionnaires. alors qu'il peut se payer un parking pendant 150 000 ans s'il veut, tu vois, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, Et après, il y a aussi ce truc. J'ai rencontré. je pense que ça peut être aussi une culture. Tu sais, il y a des cultures, par exemple la culture marocaine ou la culture libanaise, ils sont très dans le partage, tu vois. Ils font des grandes plâtrées, ils sont tout le temps invités, même la culture juive, ils sont un peu comme ça, ils sont très... les gens viennent et tu partages et tu donnes et tu reçois, etc. Tu vois. Donc, je pense que pour moi, c'est clairement une question d'éducation. La religion a beaucoup poussé les gens à être généreux, mais c'est vrai que quand tu as toute ta vie été, tu vois, moi, et que tu n'as jamais voulu partager, parce que forcément, quand tu as faim, partager son steak, c'est chiant, tu vois. Et du coup, quand t'es pas habitué à le faire et quand t'as jamais appris à le faire, c'est compliqué d'en sortir, quoi, tu vois. Donc ça crée des traumas pour moi quand t'es plus âgé qui sont difficiles à... C'est difficile de devenir généreux, je pense. Alors, il y a un syndrome. Là, ce que tu me fais passer sur le partage du steak, ce que tu me dis sur le partage du steak, là, il y a un syndrome que j'ai remarqué chez un... Franchement, c'est une maladie, je pense. C'est vraiment une maladie. C'est la phobie dans la vie d'avoir donné plus que tu as reçu. C'est-à-dire, tu prends... En fait, j'ai un gars, je l'ai mis hors de ma vie il y a 5 ans parce que c'était une galère.
Ce mec, j'ai mis du temps à comprendre ça. Hein. C'est ma mère d'ailleurs qui, en le rencontrant, ma mère, elle a un très bon pif sur les gens. Et elle m'a dit, il est comme ça et ça se voit. C'est quand, en fait, à chaque relation qu'il avait avec n'importe qui, il avait une sorte de phobie. Et cette phobie, c'était que la personne ait plus pris de la relation que lui. Et je te jure, c'était un délire dans le sens où le gars fallait toujours qu'il ait plus pris. Et ça, à l'époque, on était lycéens. Et le mec, franchement, t'avais l'impression que quand toi, tu payais un truc à 10 euros et que lui te payait un truc à 10 euros, t'avais l'impression que les 10 euros, pour lui, dans sa poche, il valait beaucoup plus que dans la tienne. Non, mais je te jure. Hein. Et, pour moi, c'est l'éducation. Et c'est pas peut-être un fils unique. Je sais pas comment les fils uniques. Il avait un frère, mais le gars, et ça se ressent en fait. Et je sais pas, c'est une maladie que le gars. Il y a des gens, ils keep score. Et il y a aussi, et ça se ressent aussi quand les gens te parlent toujours de. Oui, mais moi j'ai fait ça pour toi, mais moi. Et en fait, tu sens que les gens ils comptent, tu vois. Et évidemment que c'est toujours bien de regarder de loin, mais il y a. Enfin, en fait, je pense que le but, c'est à un moment de faire assez de cash ou d'avoir assez de, on va dire, d'activité, de potentiel matériel pour être au-dessus de ça et se dire au pire, si t'as plus de cash, t'as donné un peu plus, tu vois. Il y a une phrase là-dessus de Taleb qui dit avec ma famille, je suis communiste, avec mes amis, je suis socialiste, avec la société, je suis capitaliste. Évidemment que si t'es la personne qui ramène le plus de cash du foyer et qu'un soir tu décides de manger du homard, bah tu vas pas dire à ton partenaire ou à tes gamins ou aux invités, vous mangez pas du homard, tu vois. Normal. C'est vrai que c'est une belle phrase. C'est une belle... Avec tes potes, tu vois, toi, t'as 2-3 potes là qui ont eu des moments un peu délicats. Ouais. Tu vois, trouves ça normal à des moments de leur payer des trucs qui n'ont pas d'importance pour toi, une bière, tu vois, à 5 balles ou tu vois, même un resto ou des trucs comme ça. Bien sûr. Tu vas pas le faire tout le temps et c'est pas un truc qui est dû, mais tu vois, de temps en temps, ça peut être normal. Et je pense aussi c'est cool quand, tu vois, t'es à un moment où. Enfin, toi ou moi ou à d'autres où ça se passe bien, je pense que c'est cool de faire croquer un peu, tu vois. Parce que ça se trouve, dans d'autres vies, on n'aurait pas croqué. Et le dernier, avec la société, je suis capitaliste, c'est qu'il y a beaucoup de gens, surtout quand ils s'en battent les couilles de toi, si tu ouvres ta maison et tu leur dis servez-vous, putain, va voir ta maison, elle va être taguée, tout le monde aura chié par terre, parce que beaucoup de gens n'ont aucun respect du bien commun, tu vois. Totalement. On enchaîne ? Allez, c'est à toi. Ok, 2. IA. Intelligence artificielle. Ouais. T'as un joker, hein, si j'ai l'impression que t'as pas l'air inspiré. Ouais, je vais le faire, mais je pense pas avoir grand-chose à dire sur l'IA. Je vais te raconter une histoire que j'ai racontée à mon père. Je parlais des gilets jaunes. Ouais, gros sujet. En fait, je pense que les gilets jaunes, à la base, ça vient, tu sais, de la taxe sur l'essence de Macron. Je pense que c'est un prétexte. Je pense qu'en fait... Il y a d'ailleurs une nouvelle grève là, des agriculteurs dans pas longtemps. Je sais pas si t'as su. Ouais, non, j'ai pas su. Je pense que c'est un prétexte où, en fait, les gens en ont eu marre du toupet, tu vois, du pouvoir exécutif parisien, où, en fait, c'est facile. T'es à Paris. Tu vas du 6e au 10e, au 13e, tu prends des Uber, enfin... évidemment, tu comprends pas ce que c'est de faire Bayonne, Biarritz ou, je sais pas, Pau, Bayonne pour aller travailler, tu vois, et de faire 1 heure aller, 1 heure retour, tu vois. Là-bas, il n'y a pas le tram, il n'y a pas le métro... Le bus, il passe 1 fois par jour si tu as de la chance, tu vois. Et je pense que les gens se sont dit « Waouh !» Et du coup, ça a engendré un ensemble de choses où il y a une révolte de « Nous sommes les laissés pour compte ». Et en fait, dans ma tête, je me suis dit en fait, ils sont en train de péter des câbles. Et en fait, dans les revendications, c'était pas toujours clair ce qu'ils voulaient.
Et je pense en fait que les gens ont compris à ce moment-là qu'il allait se passer des choses et qu'il était en train de se passer des choses et il se passe plein de choses où il y aurait des groupes qui seraient délaissés pour compte. Sauf que peut-être que le groupe délaissé pour compte allait être beaucoup plus gros qu'avant. Tu vois, les ruraux, les gens qui n'ont pas pris le virage technologique. Et je pense en fait qu'ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Mais je pense que les gens ne savaient pas que c'était l'IA à l'époque, tu vois. Mais à l'époque, tu avais des trucs, le Web3, le NFT, les gens ne comprenaient pas bien. Et je pense que là, l'IA, on en fait des caisses, sauf que c'est la première fois où je me dis, on a peut-être un peu raison d'en faire des caisses et il peut se passer beaucoup de choses, tu vois, au niveau de la santé et autres. Et il y a deux mouvements. Il y a le mouvement aux États-Unis, etc., des gens qui créent l'IA. Tu as les mouvements de l'effectif altruisme et de l'effectif accélérationnisme. L'effectif altruisme, c'est de créer des IA et des technologies en prenant en compte les dimensions sociétales et en faisant de la prévention, quitte à freiner l'avancée des technologies pour ne pas bouleverser la société. L'effectif accélérationnisme, c'est se dire, on ouvre toutes les technos, on va le plus vite possible, parce que le monde en a besoin, au niveau de la santé, au niveau tu vois, de l'accès à l'eau potable, etc. L'IA peut amener plein de choses, quitte à ce que ça déstabilise les sociétés, que ça enlève des jobs, etc. Où en fait, on se dira, on s'adaptera. Et ce qui montre que les gens sont conscients à haut niveau, ceux qui ont la tête sous le capot et qui savent ce que c'est l'IA et qui savent de quoi l'IA est capable, tu vois, parce que ça va à une vitesse incroyable. Ce qu'on voit, on est à 1/10 millième, 100 millième de ce qui va se passer. Tu vois, c'est pas impossible, dans 10 ans, on ait des mains bioniques, tu vois, que tout ça soit mouvant, qu'on sorte d'ici, il nous ait déjà fait tout le montage. Enfin, on sait pas tout ce qui va se passer. Et je pense que déjà, il y a des gens qui ont du mal à choper les révolutions des nouvelles technologies. Internet, déjà, même Internet, le Wi-Fi, c'est des technologies. Bon, ça commence à être adopté depuis quelques années, mais il y a des endroits où c'est dur, tu vois. Et quand tu leur expliques tout ce qu'ils sont capables de faire, ça va créer, je pense, des inégalités énormes. Et ceux qui vont pas prendre ce virage-là peuvent devenir des laissés pour compte. Et donc, je sais pas ce qui va se passer. J'ai aucune idée par rapport au futur. Mais je pense que c'est la technologie ou le mouvement ou la grande révolution de rupture depuis les réseaux sociaux et avant ça Internet. Et j'ai aucune idée de vers quoi on va. Mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses en 5 ans, là. Je pense que c'est plus grave qu'Internet. Plus grave qu'Internet ? Ouais. Moi, je l'utilise tous les jours. Hein. Genre, je suis la tête dedans tous les jours. Alors, je sais pas par où commencer, mais en fait, moi, déjà, j'utilise plus Google. Google, tu me passes 1 heure à chercher une information. ChatGPT est là en 2 secondes. En termes d'analyse de données et de structuration de données, c'est juste hallucinant. Par exemple, tu peux demander à ce que je suis en train de faire là récemment. Je suis en train de le terminer, demain ça va être terminé. En gros, je lui donne une liste d'informations des personnes qui ont acheté ma formation. Il m'en ressort toute une stratégie dépendamment de ce que je lui ai donné. C'est-à-dire qu'il peut analyser 1000 données que je lui donne en claquement de doigts et prendre des bonnes décisions, tu vois. Donc c'est ça en fait le truc qu'il faut bien comprendre avec l'IA, c'est que ce qu'un humain va regarder 1 + 1 = 2, l'IA est capable de te calculer ça sur 1 million de données. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, ce que toi tu es capable de faire 1 + 1 = 2, lui il est capable de le faire sur des millions de données, tu vois. Et ça change absolument tout en termes de science, comme tu l'as dit, en termes d'avancées technologiques. Il peut résoudre énormément de problèmes qui ne sont pas résolus ou dont le cerveau n'a pas la technicité, n'a pas l'agilité. Le cerveau humain n'a pas l'agilité pour pouvoir calculer autant de données. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui donner des formules mathématiques à ChatGPT pour qu'il nous lance sur Mars ou qu'il découvre la vitesse de la lumière. C'est possible qu'on lui donne des données là, on lui donne ce qu'on a, il dit bah, réfléchis au moyen maintenant de résoudre cette équation, tu vois. Tu peux entraîner l'IA à résoudre des problèmes que l'humanité n'arrivera à résoudre que dans 10 000 ans, puisqu'il est capable d'aller 10 000 fois plus vite que toi, tu vois, dans l'analyse de données. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'IA a dépassé l'entendement
en proposant, en donnant la capacité à des gens comme moi, qui n'avaient pas envie d'apprendre à coder, par exemple, la possibilité d'apprendre à coder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu es capable de créer quelque chose sans savoir lire une seule ligne de code. Et le processus est assez simple, et je l'avais schématisé quand j'avais commencé à essayer de coder des trucs avec l'IA. La petite histoire, c'est que j'étais allé chez Stéphane, du coup, tu connais, qui voulait automatiser des trucs. Je lui ai dit, écoute, appelle-moi demain, je pense que j'ai un outil à te filer. On avait l'outil commençait à fonctionner, on commençait à automatiser ces trucs. Il y en avait pour 10 heures de taf, tu vois. Donc on a dit, vas-y, on va automatiser des trucs. L'outil se bloque, il demande de payer 500 balles. Stéphane dit, bah, je ne vais pas payer 500 balles. Je vais demander tout simplement à l'IA de me reproduire exactement ça, et je vais le mettre dans ma console, clapper sur Android, et ça va automatiser. Il ne codait pas ce langage-là, Stéphane. Il a juste dit à l'IA ce qu'il voulait qu'il lui ressorte dans tel langage. Je ne le croyais pas quand il l'a fait, mais il l'a demandé à l'IA. L'IA lui a sorti un bout de code. Stéphane l'a mis dans son navigateur, et il y a des actions qui se sont faites automatiquement, toutes seules, pendant toute la nuit, en répétition. Ce qui fait qu'en fait, il faut voir l'IA comme une voiture que vous allez prendre, et vous allez, par exemple, tu fais un Paris-Marseille, ok. Si tu ouvres Maps, il va te montrer plein d'itinéraires différents. Donc, il y a un itinéraire qui va te prendre 10 heures, un itinéraire qui va te prendre 1 heure, un itinéraire qui va prendre 5 heures, etc. En lui donnant les bonnes informations d'aller à Paris, à Lyon, Lyon à Marseille, tu vas pouvoir gagner énormément de temps et le diriger vers là où tu veux aller. C'est-à-dire que c'est un espèce de sac de nœuds. Tu commences dans un sac de nœuds et petit à petit, tu essayes de lui donner la trajectoire vers laquelle il faut que tu ailles. Parce que plus tu avances, plus il va comprendre ce que tu veux. Tu vois. Et moi, je suis sidéré parce que là, je vais lancer ma nouvelle formation ChatGPT. Mais je pense que cette formation va en choquer plus d'un. Là, aujourd'hui, le truc que j'ai fait sur Typeform, qui est un formulaire de contact designer, je lui dis, ChatGPT, tu connais Typeform ? Il me fait oui, bien sûr, Typeform c'est ça fait ci, ça fait comme ça, etc. Ok, je voudrais recoder la même chose. Comment je peux faire ? Et j'ai recodé Typeform. Donc, c'est-à-dire que tu peux recoder des entreprises. Typeform valorisé 1 milliard, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, qui a levé 200 millions d'euros voilà, auprès d'investisseurs, qui cartonne, qui est le leader numéro 1 des formulaires en ligne. J'ai réussi à le coder en 2 heures. Et on arrive à dépasser, et en fait moi je suis un nerd, je suis un geek, whatever, mais on arrive à dépasser une barrière technologique qui était réservée uniquement à une élite avant, les développeurs web, à une normalité, c'est-à-dire qu'on peut tous parler le langage, un langage commun, celui du numérique. Alors à toi, pour ce que tu dis, par rapport à ce que tu as dit sur on balance tout, on attend un peu. C'est-à-dire on balance toute la technologie, on verra ce qui se passe, on attend un peu et on essaie d'adapter au fur et à mesure pour ne pas bouleverser l'humanité. Malheureusement, je pense qu'on est déjà dans le premier cas. ChatGPT a clairement foutu le bordel avec l'IA. Beaucoup d'entreprises se retenaient de lancer leur truc publiquement parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des bad buzz. Il y en a quelques-uns qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Notamment une IA qui a fait un bad buzz récemment, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est capable d'analyser les fausses vidéos, les vidéos qui ont été montées et fakées, donc les fausses vidéos sur Internet. Et c'était Poutine d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu cette histoire très marrante. Ouais. Poutine qui arrive dans les locaux de Google, du coup, qui avait développé une IA qui était capable de voir si les vidéos étaient faites avec un montage ou pas. Et Poutine, d'une sérénité absolue, leur dit montrez-moi l'atterrissage sur la Lune. Et il se trouve que la vidéo est fake à 80%, je crois, quelque chose comme ça, 90%. Et Google, ils étaient tous paniqués. Et c'est trop bizarre la réaction de Poutine qui est comme ça. Intéressant. Tu sais, genre vraiment en mode, ok, bon, on va pouvoir leur envoyer des trucs dans la gueule, quoi. Mais moi, quelle idée d'aller montrer ça à Poutine, tu vois. Bref. Je pense qu'on est déjà un peu, on a déjà foutu les gens dans la piscine et de l'IA. Et je pense personnellement que c'est une bonne chose. Les gens qui vont commencer à freiner cette évolution, et moi franchement ça me casse les couilles de voir des gens comme ça, parce que c'est vraiment des gens anti-technologiques, tu sais, un peu les gens qui disent non mais il faut arrêter les voitures parce que ça pollue, voilà, faut pas construire de voitures, c'est fini, on fait plus de voitures, quoi.
Les mecs qui disent oui, d'ailleurs, vous avez wrappé, donc scrappé tout le web. Il y a des articles que vous soumettez qui n'ont pas de copyright, quoi. Tu Ouais. vois. Le vrai problème, ça va être l'histoire du copyright. C'est-à-dire, tu demandes à... On a parlé avec Albert la dernière fois. Mais en fait, c'est vrai que tu demandes lui nous donner cet exemple-là. Bon, je trouve que l'exemple est pas mal. Tu demandes à Dali, donc une IA qui va permettre de développer, enfin de créer une image imaginée par l'intelligence artificielle, de dessiner un plombier italien avec une moustache, un chapeau rouge et une salopette rouge et un t-shirt bleu. Bah, il va très certainement même t'ajouter le M dessus, tu vois, donc Mario. Donc Mario est copyrighté, ça appartient à Nintendo, donc t'as pas le droit d'utiliser ce genre de truc. Et je pense qu'il y a un énorme marché sur la protection des données grâce à l'IA. Moi, c'est une boîte que je ne montrerai pas parce que typiquement, je trouve que ça va freiner la technologie et ça va plus emmerder tout le monde plutôt qu'autre chose, tu vois. Si on met l'IA sur un disque dur, bah, ça sert pas à grand-chose. Il faut que ça ait toutes les données pour que ça ait du sens. Donc ça me fait un petit peu peur des gens qui freinent la technologie pour se récupérer un petit panier, un petit paquet de fric. Voilà ce que je peux dire sur l'IA. Ok. T'as des choses à ajouter? Non, à toi? Ok. Je vais dire 7. La jalousie. T'es un joker, hein. Jalousie. Non, c'est intéressant la jalousie. Euh, Il y a un truc que j'avais entendu. Alors attends. J'oublie tout le temps le nom. Euh, je vais te dire ça dans 2 secondes. C'est voilà. Euh, c'est l'inverse de la jalousie. Il y a un mot qui existe, qui est sorti il y a pas longtemps. Parce que si tu réfléchis, vas-y, c'est quoi l'inverse de la jalousie? Je crois que ça s'appelle la compersion. Exactement. Ça s'appelle la compersion. Et c'est un truc qui est assez nouveau, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de mot pour symboliser l'inverse de la jalousie. Et la compersion, c'est le fait d'être heureux pour le bonheur de quelqu'un. Ouais. Bon, ça s'est répliqué dans des manières un peu... bon, chacun fait ce qu'il veut, mais ça s'est répliqué dans des manières surtout dans les couples libertins ou dans les couples libres, par exemple, dans lequel les gens... Enfin, le couple, du coup... si la nana allait coucher avec quelqu'un d'autre, le mec était heureux qu'elle ait eu du plaisir et du coup n'était pas jaloux, mais avait de la compersion pour sa femme Ouais. parce qu'il était juste heureux pour elle, parce que ça la rendait heureuse, tu vois. Mhm. Le principal, donc l'intention est pure. Et je pense que d'ailleurs Oussama Ammar est très comme ça. J'ai entendu souvent alors je sais pas du tout comment il fait, mais c'est intéressant de voir ça. Il racontait une histoire d'une nana qu'il voyait depuis 2 ans, il avait invité un de ses potes chez lui, et il voyait qu'il fricotait un peu les deux, et du coup il s'est dit, bah ok, si vous vous aimez bien, tu vois, go quoi, tu vois. Mhm. Est-ce que toi, tu es capable de le faire? Moi c'est difficile, parce que tu es né dans un espèce de schéma de système qui t'apprend qu'en fait, c'est pas forcément quelque chose de bien, mais jusqu'où va la morale sur le fait de se dire, moi, je vais être un homme qui va être dans un état d'amour inconditionnel envers les autres, tu vois. Est-ce que tu peux avoir un amour inconditionnel, peu importe les choses qu'on te fait? Donc, dans la majorité du temps, on dit le seul amour inconditionnel que tu as dans ta vie, c'est l'amour de tes enfants. Tu es prêt à mourir pour tes enfants. Mhm. Tu peux peut-être mourir pour ta mère, mourir pour tes parents, tu vois, mourir pour tes frères, pour ta famille. Ça dépend des attachements que tu as avec eux. Mais mourir pour quelqu'un d'autre, en général, c'est rarement inconditionnel. Même ta femme, est-ce que tu vas vraiment mourir pour ta femme? Je sais pas. Des gens oui, des gens non. En tout cas, est-ce que tu es prêt à l'aimer, peu importe les conditions? Est-ce que tu es prêt à l'aimer si elle devient handicapée? Est-ce que tu es prêt à l'aimer si elle se fait défigurer? Euh, et, et- et ce truc-là est une manière de voir la vie qui est extrêmement belle, que ce soit la compersion, etc., d'être heureux pour les autres. Mais je pense que ça a un côté un peu utopique,
à mon sens, euh, parce que j'ai du mal à croire que, euh, au fond, nous, on n'a pas quand même un sentiment de remords, de déception par rapport aux réactions des autres. C'est humain, ça fait partie de la vie. Et je trouve que de, de trop forcer à l'idée d'essayer d'aller vers cet amour inconditionnel de la vie, un amour inconditionnel des autres, bah en fait on bloque une émotion à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est plus sain de la sortir et de l'exprimer, cette émotion. Ce que je veux dire par là, c'est que d'être jaloux, c'est malsain à partir du moment où tu le dis pas et tu le caches et que du coup tu as des mauvaises intentions envers l'autre, tu vois. Moi, il y a des gens, tu vois, qui me disent souvent putain, t'as des beaux cheveux, je suis jaloux, quoi, tu vois. Ou putain, t'es grand, j'ai le seum, tu vois. Mais, ou alors putain, tu plais plus aux filles, j'ai le seum, tu vois. Mais en fait, à partir du moment où c'est dit devant moi, bah, ça me flatte déjà, je le remercie, etc. Mais je trouve que ça a beaucoup moins une dimension malsaine et négative que si tu le gardais, ah, mais tu sais, Kevin, nanana. Et tu sais, tu veux le malheur discrètement en espérant que cette fois, c'est toi qui vas draguer la nana, etc. Et du coup, tu as de la jalousie, et la jalousie amène la haine, et la haine amène la revanche. Et en fait, du coup, finalement, cette émotion négative, elle ne fait que pourrir ton corps, quoi. Il y avait une phrase que j'aimais bien d'un bouddhiste qui disait euh, la jalousie est un poison que tu espères tuer l'autre avec, mais qui te tue toi-même. En gros, c'est un poison que tu avales toi-même en espérant que tu vas tuer l'autre, tu Mm. vois. Et c'est la vérité, en fait. D'être jaloux de quelqu'un, ça te fait plus s'ouvrir toi que lui, en fait, enfin, finalement. Genre. Donc, c'est pas une émotion qui est positive, c'est pas une émotion qui va amener des choses bien dans ta vie. C'est une émotion qui doit être exprimée et sortie à l'oral et qu'il faut avoir du courage pour le faire. Et je pense que c'est ça qui te fait devenir, je pense, un meilleur humain. Ouais, je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose dans le sens où la jalousie, c'est quelque chose de. Ouais, c'est quelque chose d'humain, tu vois. L'envie, bah d'ailleurs, c'est un péché capital, tu vois, c'est un des 7 péchés capitaux, l'envie, Mhm. tu vois, de regarder et ça, ce que le voisin a et se dire pourquoi je l'ai pas. Et ça a été écrit dans tous les livres saints, hein, où ils disent ne convoite pas la femme de ton voisin, ne convoite Mhm. pas, etc., etc. Et je pense que c'est pas, enfin, la jalousie ou l'envie ou tu vois un sentiment de comparaison, on le fait naturellement. Je pense que la question c'est d'accepter la première pensée qui vient et ensuite d'agir. C'est-à-dire, tu vois, si je me dis, par exemple, on pense à l'argent, tu vois. Si quelqu'un a fait à peu près le même parcours que toi et d'un coup tu apprends que le gars il ramasse 10 fois plus de cash, tu vois. Tu peux te dire, putain, fais chier, qu'est-ce qui s'est passé? Et se dire, ouais, je suis envieux, etc. Ok, maintenant maintenant tu dis, ok, j'ai eu cette pensée, maintenant j'en fais quoi? Et tu as dit, le premier truc important, c'est qu'il y a des gens, ils osent même pas, tu sais, ils vont avoir des mauvaises intentions et tout, mais ils vont même pas, en fait, intérioriser et comprendre que ça vient, en fait, d'un sentiment qu'ils auraient dû accepter. Et le deuxième, c'est, du coup, est-ce que tu peux faire dévier cette pensée? Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me dire, putain, un tel m'a dépassé sur ci ou m'a dépassé sur ça. Et je me dis, ok, j'ai pensé ça. Thibaut, t'as pensé ça. Tu peux pas ne faire comme si tu l'avais pas pensé. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Tu vois? Et se dire, bah, euh, ok, bah en fait, t'as eu cette pensée, c'est pas bien, et tu sais que c'est pas un bon comportement. Et je me dis parfois, essaye de te dire, ben, sois content pour l'autre, et dis-toi, bah, la personne a grindé, etc. Bah, cool, tu vois. Je me rappelle un jour, j'avais partagé un chiffre d'affaires, c'était au tout début, c'était il y a 3 ans, tu vois. Et j'ai un pote, ça faisait des années qui était dans le game et tout. Et en fait, il m'a envoyé un message quelques jours après. Il m'a dit, écoute, Thibaut, je vais juste te dire un truc. Il m'a présenté ses excuses. Il m'a dit, je suis désolé. En fait, quand tu as partagé ton chiffre d'affaires, etc.,
Ben, je t'avoue que ça m'a mis un coup, en fait. Je me suis dit, mais comment Thibaut, il est arrivé là aussi vite et il a ces chiffres-là et moi, j'ai pas ces chiffres-là. Et il m'a dit, je me suis comparé. Du coup, ça m'a mis un petit coup au moral, tu vois. Enfin, lui, lui a mis un petit coup au moral et du coup, il s'est dit, j'ai eu quelques sentiments négatifs. Et il m'a dit, et après, voilà, j'ai corrigé ça et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas parce que j'ai un problème avec toi, c'est parce que j'ai un problème avec moi. Et j'ai dévié le truc, voilà, et je voulais juste te le dire et je suis désolé. Hyper sain, en fait. Et je lui ai dit, mais mec, C'est super. non, mais je peux dire qui c'est, il s'appelle Vincent, j'espère qu'il regardera la vidéo. Mais, et c'était un bail, il fait à 3, et je me suis dit. Génial. Ça et- sort, en fait, tu vois. Bah, il y a dans certaines tribus, quand tu fais un rêve et que tu fais du mal à quelqu'un dans un rêve, tu dois lui offrir un cadeau de réparation dans la réalité, tu vois. Énorme. C'est une question d'intention, en fait. Et, euh, et du coup, bah, les pires saloperies que les gens font dans les histoires, dans les contes et tout, même dans la vie, souvent ça vient de vieilles rancœurs qui n'ont jamais été exprimées, tu vois. Donc je te rejoins. Le pire, c'est quand les gens ils assument pas, en fait, tu vois. Et en fait, c'est vil, tu vois. Quand c'est méchant, en fait. Ouais. Je pense que la jalousie vient aussi du fait d'avoir un manque de confiance, d'estime de soi-même. Moi, alors j'ai fait un post qui n'a pas du tout marché, et pourtant j'ai essayé d'exprimer ça du mieux que je pouvais. Mais c'était le fait de se dire que, en fait, personne ne te demande d'être le meilleur, personne ne te demande d'être le premier. La seule chose que tu peux avoir dans la vie, c'est de faire mieux le lendemain, toujours mieux, et d'améliorer de 1% ce que tu fais du lendemain, quoi. C'est-à-dire, tu restes 10 minutes de plus dans le podcast, tu restes 10 minutes de plus à bosser sur ton travail, tu prends 1 heure de travail le week-end, tu fais 15 minutes de plus à l'entraînement. Et cette accumulation de 1%, à la fin, elle devient juste colossale. Tu lis 1 page tous les jours, le soir, tu vois, de livres. Et ça te permet de devenir quelqu'un de meilleur. Et je pense que les gens qui sont dans cette phase de jalousie des résultats des autres, jalousie malsaine et souvent négative, sont des personnes qui ont pas compris qu'en fait, le game pour devenir le meilleur, c'est une accumulation de petites choses que tu fais en plus que les autres, tu vois. Et c'est des personnes, si vraiment la jalousie vous ronge et que vous êtes dans un délire de vengeance ou d'aller faire le haters, tu vois, typiquement, ah, vas-y, je veux bien voir les chiffres, etc. Moi, j'ai eu un mec qui m'a fait ça, un de mes meilleurs potes, qui m'a dit, je lui dis, ouais, 70 balles par mois, 70 000 euros par mois. Il m'a envoyé un message sur Insta, il m'a fait 70 000 euros par mois avec des trucs qui explosaient de rire. Et en fait, sur ce coup-là, j'aurais pas dû le faire, tu vois, mais ça m'a énervé. Et du coup, je lui ai pris une photo de mon compte Stripe, je lui ai envoyé à l'époque, il m'a plus jamais reparlé. Mais tu le connaissais, ce mec ? Ouais, je le connaissais. Je le connaissais, c'était un très bon ami, je lui parlais très souvent et tout. Et quoi, il te croyait pas, en fait ? Mais il me croyait pas, et en fait, surtout, il se foutait de ma gueule, il était jaloux de ce que je fais. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que là, je le suis encore sur Insta, et le mec commence à faire les mêmes vidéos que moi, tu vois, il commence à s'inspirer de ce que je fais. Donc, tu as une dimension, je pense que tu as des phases dans un deuil de réussite. La comparaison est saine. Moi, tu me dis souvent que je me compare, etc. Alors, je suis pas jaloux des résultats des autres. Je suis même très content pour eux à chaque fois, même si c'est des gens que je porte pas forcément dans mon cœur. Je suis très content qu'ils réussissent. Voilà. Franchement, c'est bien pour eux. En revanche, il y a des choses sur lesquelles je vais me comparer et pas être jaloux. Et c'est exactement ce que tu as dit, c'est que tu as 2 voies. La première, c'est de te dire, putain, je suis jaloux de cette personne, ça me fait chier. L'autre voie, c'est de se dire, putain, elle a fait ça, ou il a fait ça. Comment est-ce que je peux faire mieux, tu vois? Et c'est cette voie-là, en fait, ou du moins comment il a fait. Juste de dire comment il a fait, d'être curieux. Et de transformer, en fait, toujours ce poison que tu bois toi-même en essayant de tuer l'autre. Parce que l'autre, en fait, t'es jaloux de ses résultats, mais lui, il fait toujours sa vie et il kiffe, tu vois. Donc, ça sert à rien du tout, quoi, tu vois. Et donc, voilà, je pense que tu peux transformer la jalousie en quelque chose de positif pour y arriver, tout simplement. Ouais. Bah là, le dernier truc que tu as dit, clairement, c'est-à-dire, tu vois, c'est sur le rapport à la performance à l'autre.
je vois beaucoup de gens, immédiatement, ils vont se dire, tu vois, on lui dit, ouais, mais lui, il a 100 000 abonnés. Ah, moi, je pourrais pas faire ce qu'il fait. Ah, j'aime pas. Tu vois, immédiatement, dans la réaction, dans le jugement, tu vois, ils me fatiguent, ces gens. Je me dis toujours, ok, tu regardes le truc. Quand je vois quelque chose qui réussit, direct, je vais aller décrypter et je vais me dire, c'est quoi les éléments? C'est quoi les ingrédients? Tu vois? Essayer de comprendre, tu vois. Évidemment, et après, il y a deux choses. Il y a, quand tu vois certaines choses, il y a des éléments que tu peux maîtriser et il y a des éléments que tu peux pas maîtriser. Tu vois, si par exemple, t'as un mec, je sais pas, une personne à 70 ans et il y a un gars, évidemment, il va partout, il fait des marathons, des trucs. Bon, s'il a 22 ans, tu peux pas revenir en arrière. Enfin, en tout cas, actuellement, on peut pas, avec la thérapie génétique, faire en sorte qu'un mec de 70 ans revienne à 22, quoi. Donc ça, tu peux pas contrôler. En revanche, si on se dit, un tel est allé aux États-Unis et, je sais pas, il a pris des techniques, tu vois, pour closer, etc. Il a formé 4 personnes et ça a multiplié ses résultats par 3. Ça, c'est éventuellement dans ton champ de ce que tu peux modifier. Et du coup, se dire, en gros, c'est un peu le syndrome du gars qui regarde la NBA. On se dit, putain, j'aimerais tellement être LeBron James, Michael Jordan. Bon, il se trouve qu'a priori, si tu fais 1m60, tu peux pas en refaire 2 mètres et devenir Michael Jordan. Donc ça, c'est un syndrome, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Donc soit tu l'acceptes, et le plus tôt, c'est le mieux, soit tu l'acceptes pas et tu es toujours dans la frustration. Et après, se dire, en revanche, avec les cartes qui m'ont été données, je vais essayer de faire le plus possible, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, avec cet état d'esprit, où ils ont eu peut-être parfois moins de cartes que d'autres, quand ils essaient d'être pas la meilleure version d'eux-mêmes, mais au moins une très bonne version d'eux-mêmes, franchement, tu peux aller vachement loin, tu vois. Ouais. Quand tu as 2 bras, 2 jambes, les trucs, les tacs, semblant d'éducation, Internet, etc., tu fais beaucoup de choses. Et voilà, pas plus à dire. Et voilà. On s'arrête, on continue? On s'arrête Allez. pour cette fois. Bravo, merci à vous Merci. de nous avoir suivis sur le podcast. N'hésitez pas à nous mettre une petite note ou un petit like si vous avez kiffé, un petit commentaire aussi. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Salut!